merci beaucoup d'être venu ce matin, cet après-midi déjà maintenant, pour cette conversation sur le marché de l'art entre Georgina Adam et Roxana Azimi qui sont ici les deux aujourd'hui. Elles vont vous parler du marché de l'art dans l'art contemporain. Et puis il y aura une séance dédicace qui va suivre cet échange, qui se trouvera juste en bas, vers le lounge où il y a les œuvres de Makoto Aeda, et vous pourrez acheter le livre de chacune d'entre elles. En espace uniquement, malheureusement, on n'a pas de machine de carte bleue, donc voilà. Mais elles pourront vous les signer et vous pourrez discuter avec elles un peu davantage. Donc je vous prie de les accueillir chaleureusement. Merci beaucoup. Alors notre discussion d'aujourd'hui, je me présente, non, elle a présenté. Donc notre discussion d'aujourd'hui avec Georgina va porter sur cette question, y a-t-il des excès dans le marché de l'art? Parce qu'en fait, quand on regarde les différents rapports, les nombreux rapports, parfois contradictoires qu'ils ont publiés chaque année, on a l'impression que non, parce que, en fait, si je m'en tiens à des chiffres un peu révélateurs, 15% des artistes qui produisent des œuvres supérieures à 50 000, seuls 15% des artistes produisent des œuvres supérieures à 50 000 $, et les œuvres vendues pour 1 million de dollars ne représentent que 1% des transactions. Donc est-ce que, quand on parle de ces chiffres, on peut quand même parler d'excès, Georgina? Moi je pense, bonjour, et je suis journaliste, je suis donc Georgina Adam et je suis la personne qui a pondu cette œuvre, qui est traduite en français, je l'ai écrit en anglais, et maintenant c'est écrit en français. Bon, alors les excès, moi je pense qu'il y a quand même des excès, c'est vrai, mais je pense que le problème également, et on me le reproche souvent, c'est que les journalistes ne parlent que des prix qui sont complètement au haut du marché. Mais le problème, c'est que, très honnêtement, une œuvre d'art qui se vend pour 1 000 €, qui est une très bonne œuvre d'art, malheureusement, ça ne peut pas faire la une, alors qu'une œuvre d'art qui se vend à 450 millions de dollars, c'est évident que ça va faire la une. Et il y a des excès, ça j'en suis sûre, mais je pense qu'une bonne partie du marché est absolument indemne de qui existe et qui est un bon marché. Mais enfin, il ne faut pas se leurrer, il existe des excès en haut du marché, et là où il y a de plus de publicité. Alors, ces excès sont-ils du même ordre que ce qu'on peut constater dans les milieux financiers? Est-ce que la spéculation qu'on constate aujourd'hui sur principalement le marché de l'art contemporain, qu'on a pu constater d'ailleurs, je ne suis pas certaine qu'on soit dans une période spéculative, on en parlera, mais cette spéculation-là, est-ce qu'elle est calquée sur ce qui peut arriver dans le domaine financier? Est-ce que les deux marchés se ressemblent? Est-ce qu'ils agissent au même moment de la même façon? Non, pas vraiment. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le marché de l'art, on a beaucoup de mal à chiffrer le marché de l'art. Bon, c'est grosso modo 60 milliards de dollars par an. Bon, les chiffres sont difficiles parce qu'on sait ce qui se passe aux enchères, mais on ne sait pas ce qui se passe dans les galeries, les transactions. Bon, enfin, je pense que ça nous donne une idée. Ça doit représenter quelque chose comme 1 minute de Wall Street. Donc, c'est pas du tout par rapport à Wall Street. Mais je pense que les excès de Wall Street sont quand même beaucoup plus graves, hein, bien que ce soit réglementé. Et on reviendra sur le sujet de la réglementation. Bon, alors que le marché de l'art ne l'est pas. Ceci dit, il y a toujours eu de la spéculation. Bon, on connaît très très bien l'histoire des tulipes au XVIIe siècle. Il y en a eu d'autres, hein, les autruches, les fermes d'autruches. Et je pense qu'en fait, surtout, il y avait une période où il y avait beaucoup de spéculation aux États-Unis sur les tableaux, ce qu'on appelait en anglais les zombie formalists. C'était des tableaux qui étaient des abstraits, qui étaient assez faciles à acheter et stocker, parce qu'en fait, ça c'était le but. Et il y a eu, moi j'en suis convaincue, manipulation aussi des cours. Hein? Et donc on avait acheté assez bas, une personne avait mis aux enchères, les prix ont flambé, mais ça a duré assez peu de temps.
temps, ça a duré 2 ou 3 ans. Et ensuite, finalement, on s'est aperçu que cet art n'était pas très intéressant. On a commencé à flairer quand même un peu de manipulation et c'est vraiment tombé comme un soufflé, hein, c'est parti. Oui, justement, vous donnez tu donnes dans ton livre, pardon, un chiffre, c'est-à-dire cette spéculation était non seulement de courte durée, mais en plus elle n'a pas concerné l'ensemble du marché, puisque selon Tutelle la Capitale, seulement 2% des œuvres ont été revendues en 3 ans. 2% des œuvres produites en une année ont été revendues sur les 3 années suivantes, ce qui n'est pas grand-chose en fait. Et tu as le sentiment qu'aujourd'hui on est revenu de cette spéculation-là sur les jeunes artistes, tu parlais du zombie formalisme, mais en dehors même des artistes zombies, il y avait d'autres artistes qui sont aujourd'hui reconnus, qui sont dans des très grandes galeries, qui sont dans des galeries qui sont actuellement à FIAC notamment, qui ont vu leur prix passer de 10 000 à 100 000 $ en très peu de temps. Est-ce que ce phénomène s'est essoufflé et pourquoi s'est-il essoufflé? Je pense que ce phénomène s'est essoufflé, effectivement, bien que, en fait, on parle là de ce qu'on appelle le flipping, hein, c'est-à-dire acheter et puis revendre très cher. Et je pense que beaucoup de galeries ont compris. Ça ne concerne pas les artistes qui sont un peu moins connus. Ça concerne des artistes qui ont vraiment le vent en poupe, hein, qui sont déjà repérés, qui ont peut-être déjà eu une exposition dans un lieu public, enfin genre institution, puis c'est privé ou public. Et je pense qu'en fait là aussi, essentiellement le marché est indemne de ce flipping. Mais ce flipping existe, et ça existe à un certain niveau, mais les galeristes essayent de lutter contre ça, en général en essayant de vérifier avant de vendre à quelqu'un que cette personne ne l'achète pas, parce que souvent les acheteurs, ce qu'on appelait les speculators, donc c'est une combinaison de spéculateurs et collectionneurs, ou alors les coins, ça collectors only in name. Ça a été, c'est une expression d'un collègue américain. Ces gens-là essaient d'acheter et puis revendre très vite, donc le galeriste a le devoir et l'intérêt aussi de vérifier que quelque chose qui vend ne se retrouve pas aux enchères très très vite après. Parce que souvent les prix en galerie et les prix aux enchères ne sont pas pareils. Donc c'est le job, et je pense que c'est le job essentiel de la galerie, de promouvoir l'artiste, et on utilise le mot placer, ce qui est peut-être un petit, enfin ça veut dire vendre quand même, mais enfin on choisit de mettre dans une bonne collection d'où l'œuvre ne ressortira pas tout de suite, ou dans une institution telle un musée privé ou public. Donc je pense qu'on a eu cette période assez effrénée de spéculation qui s'est beaucoup calmée. Je ne dis pas que ça n'existe pas complètement, parce que ça existera toujours là où les gens peuvent faire de l'argent, hein, malheureusement ou heureusement, enfin heureusement pour les gens qui font de l'argent, mais enfin ça s'est quand même pas mal calmé. Est-ce que cette spéculation s'est aussi calmée, là on donnait des exemples plutôt américains, le zombie formalisme, mais il y a eu pas mal de spéculation aussi sur les marchés asiatiques, avec des artistes chinois notamment. Est-ce que c'est une spéculation qui est du même ordre? Est-ce que la mécanique est la même? Est-ce que le fonctionnement est le même? Et est-ce que ces artistes chinois qui ont vu leur code s'enflammer ces dernières années, où en sont-ils? Il y a eu vraiment, il y a plusieurs problèmes quand on parle de la Chine, et là on est au cœur d'une foire sur la Chine, donc c'est très bien d'en parler. Le problème de la Chine, c'est que en fait le marché est quand même un marché assez neuf, hein, puisque ça existe depuis 20 ans à peine, et le marché est beaucoup fait par les ventes aux enchères. Mais le problème des ventes aux enchères, parce que le système de galerie n'existait pas, pour remonter même 2 décennies, ça n'existait pas. Donc les prix sont faits par les ventes aux enchères, ce qui ouvre la voie à la manipulation, c'est-à-dire qu'un artiste met son œuvre aux enchères et puis il enchérit là-dessus pour établir la cote.
hein. Et ça, c'est un des problèmes. Il y a un deuxième problème en Chine, c'est que les chiffres de vente ne sont pas fiables parce que les maisons de vente aux enchères en Chine ne garantissent pas l'œuvre qu'ils vendent. Alors on a beaucoup parlé de ce problème des non-payés, des impayés en Chine, et c'est un problème réel parce que l'acheteur, si jamais il achète un faux, et alors je crois qu'on reviendra sur le problème des faux, mais il y a énormément de faux en Chine. Les Chinois sont des faussaires de génie, il faut bien le dire. Je continue, voilà. Alors, par exemple, je pense que vous avez tous entendu parler de l'affaire Claude Lair, c'est une galerie américaine qui avait vendu des Rothko, des Klein, enfin des Motherwell pour des millions, pour des dizaines de millions de dollars. Il s'est avéré que c'est un Chinois qui avait tout peint. Et dans un petit atelier dans le Brooklyn ou dans le Queens, je crois qu'il était dans le Queens. Il était dans le Queens. Donc, pour revenir à la Chine, le problème c'est que l'acheteur n'est pas sûr que ce qu'il achète est vraiment n'est pas un faux. Donc, il ne paye pas. Il prend possession de l'œuvre, enfin, il prête, et ensuite il fait les vérifications. Et si l'œuvre s'avère être une fausse, à ce moment-là, il le redonne. Donc, c'est un contexte très différent. Ici, lorsque vous avez toutes sortes de protections ici, d'abord, vous avez quand même les protections de loi communes, c'est-à-dire que si vous achetez une marchandise en France à une galerie et cette œuvre d'art, parce qu'on parle d'art, s'avère être une fausse, pas vraiment un problème ici, c'est plutôt un problème du marché secondaire. Bon, vous avez des recours, mais en Chine, non, ce n'était pas le cas. Et bien entendu, si vous achetez dans une maison de vente aux enchères ici, il y a une garantie. Donc, le contexte est différent. Mais il y a une autre chose qu'il faut dire pour la Chine, c'est que l'achat de l'œuvre d'art en Chine, ça sert également parfois pas une manipulation, mais pouvoir faire sortir de l'argent, en fait, un moyen de manipuler l'argent. Parce que c'est assez difficile pour les Chinois de sortir de l'argent de la Chine, et ils arrivent parfois, ils arrivent parfois, en achetant une œuvre, en le revendant à l'étranger, à faire sortir de l'argent. Donc le contexte est un peu différent, mais cette spéculation existe réellement en Chine. Là, tu donnes un exemple d'utilisation de l'art pour faire sortir de l'argent. Dans ton livre, tu donnes beaucoup d'exemples de l'art qui est utilisé pour du blanchiment d'argent, pour de l'évasion fiscale. Est-ce que ce phénomène de blanchiment d'évasion est un phénomène récent? Est-ce qu'il est, là tu parles de la Chine, mais est-ce qu'il a pris de l'ampleur plutôt dans d'autres aires géographiques? Est-ce que tu peux donner quelques exemples? Bon, ça c'est intéressant cette histoire de blanchiment d'argent, parce que tout le monde dit, il y a eu même des congrès là-dessus, tout le monde dit, ah oui, l'art sert à blanchir l'argent. Mais lorsque vous essayez d'avoir des exemples précis, il y en a 5 qui sont toujours cités par tout le monde. Ah, il y a eu le cas d'un Brésilien, il y avait un Basquiat qu'il avait envoyé à New York, il avait mis la valeur de 100 € ou 100 $, je me souviens, 100 $, je crois. Bon, c'est évident, et ça s'est vendu lorsque ça a été, en fait, ils l'ont repéré, ça a été repéré par les autorités américaines, et ça a été finalement pris, et ça a été revendu pour 10 millions à Londres 2 ou 3 ans après. Donc, manifestement, ça s'appelait Hannibal, et c'était de Basquiat, et il a essayé de blanchir de l'argent. Mais d'autres exemples. Ceci dit, lorsque j'ai préparé mon livre, je suis allée voir les FBI à New York pour justement leur parler de ça. Et la personne qui m'a reçue, qui est un special investigator, m'a dit, vous savez, hein, il n'y a pas beaucoup de cas publics, mais nous avons beaucoup de cas en cours. Et en fait, je pense que le cas vraiment extrême, c'est quelque chose qui va être sûrement la plus grande scandale financière de toute époque, et c'est l'histoire d'un Malaisien qui s'appelle Joe Low, qui a pillé le Malaysian Sovereign
Fund à hauteur de plus de 6 milliards de dollars. Ce sont des chiffres qui vous donnent le tournis. Alors, ça a été dépensé, enfin, c'était un collectionneur d'art, mais aussi il a collectionné de l'immobilier aux États-Unis. Il a soutenu l'ex-premier ministre de Malaisie à force de beaucoup d'infusions d'argent qui venaient donc de ce Sovereign Fund. Il a aussi produit, et c'est intéressant, le loup de Wall Street. Alors là, c'est vraiment la fiction et la vérité c'est incroyable, mais il a englouti un argent fou. Et parmi les achats qu'il avait fait, il avait beaucoup acheté, à tel point qu'à un moment, il a figuré sur des Art News, je crois que c'est Art News ou Artnet, des 100 collectionneurs les plus importants au monde, par ses achats. Et moi, je me souviens, j'étais présente à une vente à New York, et vous savez, à New York, vous avez ce qu'on appelle les light boxes. Ce sont des espèces de pièces d'où on voit ce qui se passe, mais les gens ne vous voient pas parce qu'il y a une espèce de rideau. Et alors là, je me souviens, la vente d'un Basquiat à 45 millions, enfin dans ces eaux d'un Basquiat. Et à ce moment-là, on entendait des hurlements. Et en fait, on a su après que c'était Joe Low avec son entourage qui avait acheté ça. Et paraît-il, et ça je n'ai pas la confirmation, mais je pense que c'est vrai, ils avaient demandé des pizzas, vous savez, les Domino Pizza, et du cru, du champagne cru. Donc ils étaient là en train d'enchérir avec, enfin ça dépasse, la réalité dépasse la fiction. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'on blanchit de l'argent avec de l'art? Mais un moyen, c'est de donner en gage le tableau. C'est ce qu'il a fait avec plusieurs tableaux. Et ensuite, on vous prête à peu près la moitié de valeur, 40 à 50% de la valeur, et vous partez avec, vous laissez le tableau. Vous avez de l'argent clean, vous lâchez le tableau, celui qui a prêté, bon, hein, il va le revendre. Il a prêté que 50%, donc il va le revendre peut-être à 80%, mais il rentre dans ses prêts. Donc voilà, ça c'est un moyen de décider de l'argent. Et puis on parlera peut-être des pauvres francs plus tard. Oui, mais alors justement, est-ce que ces montages financiers, le prêt en nanti avec des œuvres d'art qui existaient en fait dans les années 80, qui a été responsable d'une grosse crise en France notamment, et qui revient beaucoup, il y a pas mal de sociétés qui se créent pour prêter de l'argent contre le nantissement d'œuvres d'art, ou les achats fractionnés d'œuvres d'art. Est-ce que ces montages financiers en fait contribuent à alimenter ces excès? Pas forcément les excès, parce qu'en fait, de prêter, lorsque vous achetez une œuvre d'art, vous l'achetez à 100, en fait, cette œuvre d'art ne vous rapporte rien, même ça vous coûte, parce qu'il faut le stocker, il faut le conserver, etc., etc. Si vous empruntez de l'argent contre cette œuvre d'art, vous pouvez faire d'autres achats. Donc ça peut en fait rajouter de la liquidité dans le marché de l'art. Donc ça peut être positif. Ce qui se passe actuellement, et ça on viendra parce que tout ça c'est le domaine des grands. Ils ont des collections, voilà. Et donc ça peut être positif. Le problème se passe lorsqu'on arrive à des initiatives pour entraîner les petits porteurs, enfin les petits investisseurs. Hein? Et ça, on en parlera. Oui, en fait, c'était un peu la fin de notre conversation. Mais on peut en parler parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les excès du marché de l'art ne concernent que des sommes, des millions, des centaines de millions de dollars. Mais en fait, ce qu'on a pu constater avec l'affaire Aristophile en France, qui est une affaire qui a mis sur la paille 18 000 personnes, notamment pas mal de petits retraités qui ont mis toutes leurs économies dans un fonds d'investissement sur les autographes et les manuscrits, et qui ont tout perdu à cause d'un système de Ponzi, de cavalerie. Donc on se rend compte que les excès, ça ne concerne pas que les ultra riches, mais que les gens comme vous et moi peuvent aussi être
être concernés par ces excès. Et ce qui est frappant, c'est que malgré tous ces constats, malgré toutes ces affaires qui sont l'exception et peut-être pas la règle, il n'y a toujours pas d'autorité de régulation. Il n'y a rien qui contrôle ce marché. C'est le marché le plus dérégulé qui existe. Alors c'est vrai, c'est le marché le plus dérégulé, mais il ne faut pas croire que le marché est complètement dérégulé. Je trouve que ça, c'est une erreur de dire tout est permis, parce que ce n'est absolument pas le cas. D'abord, il y a une protection quand même du consommateur, qui est comme je viens de dire, hein, vous achetez quelque chose qui n'est pas conforme à la description, bon, il y a recours, à moins de l'avoir acheté sur Internet. Alors là, c'est déjà plus compliqué, il vaut mieux. Enfin, il faut vérifier, c'est connu. Donc, c'est un peu comme un serpent de mer. Lorsque le marché est haut, bon, il y a des excès, et à ce moment-là, on parle beaucoup de comment réglementer. Tu veux que je parle un peu? Voilà, le problème de réglementation du marché de l'art, c'est que c'est un marché qui est transnational. Donc, il faudrait trouver un moyen de réguler à la fois les gens en Chine, où le dialogue, comme on le sait, et les lois sont complètement différentes. D'ailleurs, la loi commerciale, c'est assez récent en Chine. Actuellement, je sais qu'il y a des spécialistes qui travaillent avec les Chinois pour essayer d'avoir des lois commerciales, parce qu'avant, ça n'existe pas. Juste aux États-Unis, où ils savent très bien, ou en Europe, ou en France. Donc, à la fois, il y a des régulations il y a des règles pour les ventes aux enchères, aussi pour le droit commun. Il y a un deuxième problème, et ça, c'est aussi assez important dans le contexte du marché de l'art, c'est que ça demande beaucoup d'efforts et forcément de l'argent. Est-ce que les autorités dans de divers pays sont prêtes à consacrer leurs ressources qui sont forcément limitées, à régler un marché qui donne l'impression des gens qui sont déjà un peu nantis, qui peuvent acheter des tableaux d'or, des tableaux qui valent de l'or ou moins d'argent. Et je pense que là aussi c'est un problème. Est-ce qu'il faut protéger les riches, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais enfin, vous avez un choix. Vous allez consacrer de l'argent à essayer de protéger les enfants de la pédophilie. Je donne un exemple extrême. Ou empêcher quelqu'un de payer un peu trop son Warhol. Bon, malheureusement, ce n'est pas très populaire. Alors je pense que la solution, ce n'est pas de demander aux autorités, mais c'est de demander au commerce, au marché de se régler lui-même. Et ça, il y a des initiatives qui sont pas mal. Il y a une initiative à Genève qui s'appelle le Responsible Art Market Initiative, où on essaye de formuler des règles, et je pense que ça, c'est peut-être une meilleure solution. En France, il y a une charte déontologique. Exactement. Et la France, et ça c'est très bien, parce qu'en France, il y a une charte avec des règles de déontologie. Donc il faut absolument encourager ces associations ou de marchands, ou même en Angleterre, où on est peut-être un peu moins individualiste, on a même créé un Art Market Initiative qui regroupe tout le monde, à la fois les marchands et les maisons de vente aux enchères. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera quand même à régler plus. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je pense que les autorités ne peuvent pas baisser les bras non plus. Parce que le problème, on l'a constaté en Angleterre, par exemple, le service dans la police qui s'occupe du vol des œuvres d'art, l'équipe a été réduite au minimum. En Belgique, c'est pareil. En France, on a le CBC qui est plutôt actif. Mais quand même, dans tous les pays qui servent de plaque tournante pour tous les trafics possibles et imaginables, et ce sont des trafics qui nourrissent pas seulement les excès du marché de l'art, mais le vol peut servir, le terrorisme peut servir beaucoup d'autres crimes plus importants que le marché de l'art. Et le fait que les autorités publiques se lavent un peu les mains de tout ça, c'est quand même très problématique. Et moi, je suis très contente que tu aies dit ça, parce qu'on s'imagine
que lorsqu'on achète quelque chose où bon, il y a peut-être une origine un peu douteuse, qu'au fond c'est un crime sans victime dans le marché de l'art. Ce n'est pas du tout le cas. Parce que lessiver de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Cet argent est sale, pourquoi? Parce que avant c'était la traite des blanches, c'était le trafic de drogue, et donc aujourd'hui c'est le terrorisme. Et aujourd'hui c'est le terrorisme. Donc non, je pense qu'il faut, mais le problème c'est de trouver les ressources enfin moi je pense que c'est. Il y a une autre chose que je voulais rajouter. Si on peut assainir ce côté du marché de l'art, ça va être positif pour tout le marché de l'art. Ça va bénéficier tout le monde. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui lisent malheureusement un livre comme le mien et se disent « Oh, le marché de l'art, enfin, il n'y a que le lessivage de l'argent, il y a de l'évasion fiscale, ou je ne sais pas s'il faut que j'achète alors que vous achetez par exemple ici. » Bon, il n'y a aucun problème, hein, ça c'est sûr. Non mais c'est vrai, ici c'est pas du tout ce que je parle des excès en haut du marché. Mais si les gens avaient plus confiance dans le marché de l'art, je pense qu'ils seraient plus partants pour acheter. Donc ça serait bon, donc ça ne peut que faire du bien au marché de l'art. Mais il faut penser quelque chose et moi je crois très aux associations qui ont des règles où ils peuvent aussi avoir des sanctions. Et ça c'est aussi un problème. Il faut trouver un moyen de sanctionner ceux qui enfreignent nos ça peut être les autorités qui le font. Ça, pour le coup, ça ne peut pas être fait au sein du marché de l'art. Il faut utiliser les dents. Voilà, exactement. Alors moi j'aimerais bien qu'on parle de deux phénomènes qu'on a tendance à opposer mais qui sont peut-être plus proches qu'on le pense. On cite toujours Damien Hirst comme le symbole de l'excès. C'est un peu l'artiste repoussoir. L'an dernier il a eu cette exposition à Venise au Palazzo Grassi à la Pointe de la Douane. C'était une super production hollywoodienne avec des moyens marketing vraiment dignes du cinéma, des teasers quelques mois avant. Après, on a vu dans la presse le prix des œuvres produites qui était hallucinant, plusieurs millions, dizaines de millions de dollars. Visiblement, on n'en sait rien, mais les œuvres se sont vendues, paraît-il. Récemment, en septembre, il y a eu une vente de son agent qui prend sa retraite, Frank Dunfield, et qui a mis en vente plusieurs pièces de Hirst qui se sont bien vendues. Et en même temps, là, on a appris que Hirst licencie la moitié de ses collaborateurs. Lui, qui était l'incarnation de l'artiste avec ses excès, c'est-à-dire qui produit à n'en plus finir, qui a un atelier avec une centaine de petites mains qui font des dots à n'en plus finir. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer comme morale de ça? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas jouer avec le feu indéfiniment? Est-ce que ça veut dire qu'on lasse au bout d'un moment et qu'on est obligé de réduire son échelle? Quelle est la morale à tirer de ce jeu de yo-yo de Damien Hirst? Bon, c'est super compliqué. Je pense qu'on pourrait faire une conférence au sujet de Damien Hirst à lui tout seul. Parce que c'était quand même, je pense qu'il marquera l'histoire de l'art quand même. Bon, faut dire ça au départ. Que l'on aime ou qu'on n'aime pas, le requin dans le formol reste quand même un moment du marché de l'art. Enfin dans l'histoire de l'art, pas du marché. Donc il est parti de quelque chose et il vient d'un background de son enfance qui était très très pauvre et très simple. Et je pense qu'il reste en quelqu'un reste avec cette crainte d'en manquer. Et donc, c'est sûr que c'est un très bon businessman, il a fait beaucoup d'argent, il a beaucoup d'imagination. Mais je pense, et ça c'est malheureusement pour vous, ça c'est quelque chose, c'est un peu mon dada, c'est que je trouve qu'il y a de plus en plus d'imbrications entre le marché de produits de luxe et le marché de l'art. Et je crains, enfin je regrette que Damien Hirst ait fait cette dérive vers le produit de luxe. Et le
produits qu'il produit actuellement, ce qu'il a fait pour Venise, pour les 2 expositions, sont devenus des produits de luxe, déguisés en œuvres d'art. Et c'est très intéressant parce qu'il y a quand même un marché pour tout ça. Par exemple, dernièrement à Las Vegas, les frères Fertitti qui arrivent du wrestling, de la lutte, donc quelque chose qui est quand même grand public et qui tire vers le bas. Enfin, je pense qu'il faut bien le dire, c'est populaire comme de catch, voilà. Voilà, ils ont acheté beaucoup de choses à Damien Hirst, à la fois à Venise, et puis ils se sont fait faire aussi des spot paintings. Vous savez qu'il y en a au moins 1400 en existence. Il n'y a que les 3 premiers qui ont été faits par Damien Hirst pour les signes, mais il ne les fait pas. Et donc, je pense qu'en fait, il a évolué vers une production qui est pour ces marchés-là, pour les casinos et pour l'Extrême-Orient. Dernièrement, il y a eu une étude des prix, parce que lorsqu'il avait fait sa vente chez Sotheby's, le jour de Lehman Brothers, de la banqueroute de Lehman Brothers, qui avait très très bien marché, en fait, il avait vendu 223 œuvres, très bien, il fait beaucoup d'argent, ils ont dépassé l'estimation, bien qu'on avait dit que tout n'avait pas été payé, ou alors les gens, on leur a donné 1 an pour payer. Enfin, je pense que la vente a été réussie. Bon, sur ces 200 et quelques œuvres, 19 sont redevenues sur le marché aux enchères. Donc, on a pu traquer l'or. Et pour 17 des 19, les prix sont plus bas. Donc, ce n'était pas forcément un très bon investissement. Ceci dit, 19 œuvres, enfin 17 sur 200 et quelques, ça ne représente que 10%. Moi, je pense que c'est un phénomène de notre temps. C'est un artiste qui est connu, qui a quand même pas mal d'imagination. Quand on a mon nom, Venise était quand même assez... Enfin, ça a attiré les foules déjà. Donc, il est peut-être aussi à l'image de notre temps, Damien Hirst. On a peut-être les artistes qu'on mérite. Je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est étonnant, c'est que Damien Hirst, il ne se cache de rien. C'est-à-dire, what you see is what you see. Il signifie bien qu'il se moque des collectionneurs. Il ne cache pas qu'il produit à non plus finir des spot paintings. Il y en a 1 millier. Et en même temps, les gens se précipitent. C'est-à-dire, il mord la main qui le nourrit et celui qui est mordu en redemande. Comment expliques-tu ce phénomène qui est presque comme un syndrome de Stockholm, le collectionneur berné, berné artistiquement, berné financièrement, en redemande? Bon, d'abord, il faut définir collectionneur. Je ne suis pas sûre, voilà, merci. Bon, on va changer la question, on va le mettre en acheteur et pas collectionneur, parce que je pense qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un qui fait une collection, qui a un focus, qui achète. Moi, je pense que beaucoup de ce qui était vendu à Venise l'année dernière est actuellement dans un fort franc. Je fais le lapsus et je refais. Et je pense que les gens l'ont acheté en tant qu'investissement. Mais est-ce que je peux continuer sur quelqu'un d'autre qui... c'est moi qui... Ah voilà. Celui dont on a parlé? Oui. Voilà. Alors justement, c'était les 2 personnages qu'on voulait mettre en face à face. Donc Hirst, l'excès, symbole de l'excès, et puis Banksy. Banksy, le chevalier blanc, celui qui est contre toutes les injustices et qui évidemment est contre les excès du marché. Là, il a fait ce que tout le monde a considéré comme un tour de force, bien qu'il n'était pas le seul à intervenir et à détruire une œuvre pendant une vente aux enchères. Il y a déjà eu d'autres artistes qui l'ont fait avant, Malcolm Morley le premier, donc ce n'est pas une première, fermons la parenthèse. Banksy donc a provoqué la destruction d'une de ses œuvres qui avait été adjugée pour 1 million de dollars. Est-ce qu'en faisant un geste comme celui-là, est-ce que lui qui se prétend critique vis-à-vis du marché, est-ce qu'en fait il ne l'a pas alimenté? Est-ce qu'il ne va pas dans le sens du marché finalement, dans le sens des excès du marché? Bon, je pense que cette histoire de Banksy, je pense qu'il y a, à moins d'avoir été sur la Lune depuis 1 mois,
Vous êtes tous au courant. Je suis d'accord? Donc personne n'était sur la Lune. Hein? Vous êtes dans. Tout le monde est au courant. Je pense qu'en fait, on cherche encore à essayer de savoir exactement ce qui s'est passé. Et surtout de savoir si la maison de vente aux enchères, Sotheby's, était plus ou moins de mèche avec lui. Bon. Voilà. Et je pense qu'en fait, ça en dit long sur ce problème de la réputation du marché de l'art. C'est que bien si Sotheby's n'était pas au courant, tout le monde croit qu'ils étaient. Ce qui prouve à quel point on est quand même méfiant du marché. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Je trouve que ce coup de Banksy, en fait, il essaye d'être contre le marché. Il avait vendu quelque chose qui était un tableau qui était aux ventes aux enchères en disant « I can't believe that you morons buy this shit ». J'arrive pas à croire que vous idiots, vous achetez cette merde. Désolé, pardon pour les gros mots. Mais à la fois, il joue du marché. Parce que lui-même, il tient l'organisme d'authentification qui s'appelle Pest Control. Donc, voilà, oui, c'est assez amusant. Donc, il est du marché, il n'est pas du marché. Hein? Et alors, avec ces espèces de coups médiatiques, il fait parler de lui. Et derrière, il vend quand même. Donc, c'est très amusant. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment grand dommage d'avoir fait ça, parce que ayant coupé en morceaux cette œuvre, et alors les conditions, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé, parce que Sotheby's aurait dû remarquer quand même qu'il y avait une fente en dessous. Je ne sais pas, mais et le poids était énorme. Je ne sais pas, le moindre spécialiste aurait peut-être essayé de regarder dans la fente, aurait vu quand même des lames. Enfin, ça semble où ils sont incompétents, où ils sont nuls, où ils sont incompétents. Oui. Donc c'est assez problématique toute cette histoire. Mais moi je trouve que malheureusement pour le marché de l'art, je trouve que c'est très néfaste. Parce que ça conforte les gens dans cette notion d'abord que l'œuvre d'art, on peut le détruire. Bon, ce qui quand même, ça va au contre-coup de ce qu'on essaie d'établir comme l'œuvre d'art, de quelque chose qui dépasse sa valeur marchande aussi. L'œuvre d'art est autre chose aussi. Hein? L'œuvre d'art, c'est quelque chose d'esthétique. Ça peut rentrer dans l'histoire de l'art. Enfin, ça peut avoir une valeur symbolique. Et alors, en détruisant son œuvre lui-même, je trouve que c'est mauvais. C'est mauvais pour le marché. Ça a détruit la réputation de Sotheby's manifestement, puisque toutes les personnes ici croient que Sotheby's, plus ou moins, le savait, même s'ils ne le savaient pas. Et lorsqu'on parle du marché de l'art, on parle de ça, je trouve que c'est grand dommage. Donc moi, je regrette profondément cette geste, mais je me dirais que si j'avais 20 ans, j'applaudirais probablement. Donc tu es en train de dire que tu trouves que la position de Banksy est assez ambiguë. Complètement. Voilà. Oui, oui. Tu mentionnais Hearst en disant qu'il produit enfin, ses œuvres sont devenues des produits de luxe. Effectivement, il n'est pas le seul. Ouais. Presque tous les bons artistes, en tout cas des artistes qui étaient bons au début, dès qu'ils ont eu un peu de succès, ils ont commencé à produire ce que le marché leur réclame. On voit Anish Kapoor, par exemple, qui est un artiste qui pouvait être transgressif au début, qui avait fait des œuvres un peu cracra, pas vraiment faites pour le marché, qui aujourd'hui produit des miroirs réfléchissants à n'en plus finir. Est-ce que, en fait, c'est une fatalité? Est-ce que quand on devient un artiste un petit peu célèbre, ou très célèbre, c'est trop tentant, on répond à une demande? Ce que disent certains artistes, c'est qu'ils produisent des choses pas exceptionnelles artistiquement pour pouvoir financer des projets plus intéressants, plus ambitieux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que les artistes aujourd'hui veulent aussi un train de vie, un standing qui n'est pas forcément ce que réclamaient les artistes dans les années 70, qui ne se posaient pas de question d'argent, de réussite? Donc, beaucoup d'éléments dans cette question. Bon, je pense que d'abord, il faut dire
dire que je ne vois pas pourquoi l'artiste ne serait pas riche. Puisque si nous sommes ici, dans une foire, où il y a des marchands, il y a des conservateurs, il y a des critiques d'art, il y a des journalistes, nous vivons tous de leur talent, donc qu'ils soient rémunérés. Ça, c'est il faut absolument, il ne faut pas oublier l'artiste dans tout ça. Ceci dit, bon, il y a des dérives, et je pense qu'un des problèmes, c'est que certains artistes, et j'ai visité quelques studios pendant que j'ai préparé mon livre, je trouve qu'ils prennent un petit peu le train de vie de leur commanditaire. Même physiquement, ils ressemblent parfois, ils sont habillés comme il y a un Californien que je ne mentionnerai pas, je ne dirai pas son nom, mais alors ils ressemblent beaucoup à les gens qui achètent, mais qui sont beaucoup plus riches que nous. Et je pense qu'il y a quand même compétition. Moi, je suis convaincue que Jeff Koons et Damien Hirst, il y a une compétition pour savoir qui va gagner le plus d'argent. Pour revenir à Damien Hirst, une chose que j'ai oublié de dire au sujet des licenciements de Damien Hirst, c'est qu'il a aussi fondé des restaurants et des magasins. Bon, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais le nombre de restaurants qui ferment boutique au bout d'un an, c'est énorme. C'est vraiment... Donc, je pense que son restaurant n'a pas marché. Et c'est pour ça qu'il a mis... Il n'a pas mis beaucoup de gens enfin, les préparateurs, il a plutôt mis d'autres gens à la porte. Donc, je pense qu'aussi, c'est que c'est un homme d'affaires. Il a regardé et puis bon, ces restaurants ne marchaient pas, il y avait des projets immobiliers quelque part dans le Devon, ça n'a pas très bien marché non plus, il a arrêté les frais. Quelle était ton autre question? Moi aussi. Non, c'était est-ce que les artistes au bout d'un moment ils en viennent à devenir une caricature d'eux-mêmes? Oui, alors je pense que c'est problématique, pas tellement ici parce que vous avez ici des jeunes, enfin c'est même pas du tout ici, mais aller à une grande foire comme Basel ou même la FIAC, vous allez Anish Kapoor, c'est très bien cité, vous allez avoir Miroir d'Anish Kapoor, vous allez avoir des Gilbert & George avec quelques gros mots dessus, vous allez voir, alors là, comment s'appelle Pumpkin en français, la citrouille, la citrouille de Kusama. Ça s'arrête absolument pas. Et c'est devenu des objets de décoration. Ce sont des objets de décoration, exactement. Et c'est là aussi, je vous dis, et moi je continue, je persiste et signe, n'oubliez pas, les grands collectionneurs sont souvent issus du monde des produits de luxe et de la mode. Bon, Arnaud, et je trouve que ces deux mondes sont en train de se rejoindre. Et ce sont des produits de luxe. Écoutez, la citrouille de Kusama, c'est un produit de luxe. Et n'oubliez pas que tous les magasins, Louis Vuitton, à un moment, la décoration était des petites taches de Kusama. Donc, tu penses que les noces entre l'art et le luxe sont des noces dangereuses, du coup, sont des liaisons dangereuses? En fait, ça c'est dans mon premier livre, j'en ai plus parlé. En fait, c'est un mariage qui convient à tout le monde. Parce que pour l'artiste, ça lui permet d'avoir une plus grande audience. Et puis en plus, il est payé pour dessiner les sacs à main, etc. Et donc, il y a une plus grande notoriété. Mais pour le produit de luxe, le fait que ce soit dessiné par un artiste lui rajoute cette valeur symbolique dont parle Bourdieu. Enfin, voilà, Laura, ce n'est pas qu'une paire de lunettes, ce n'est pas qu'un sac à main.